On peut commencer, Benoît? Yes. Du coup, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire présenté par ActinVision. Donc, aujourd'hui, on va voir comment construire des agents IA en alliant Microsoft Fabric et Microsoft Foundry. Donc déjà, pour commencer, ce webinaire va être animé par Gaël et moi-même. Donc, je vais laisser Gaël se présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Gaëlle Chéry-Deloison, je suis consultante BI chez ActinVision depuis 3 ans maintenant et je suis également tech leader Microsoft. Merci Gaël. Donc, pour ma part, Benoît Distretti, je suis consultant chez ActinVision depuis un peu plus de 5 ans maintenant et également un tech leader sur la partie Microsoft. Donc, ActinVision, qui sommes-nous? Donc, on est une agence spécialisée dans le conseil et la valorisation de la donnée pour nos clients. Donc, on est implémenté en France depuis un peu plus de 10 ans maintenant, principalement sur les villes de Paris, Strasbourg et de Lyon. Et on a également une antenne au Canada depuis un peu plus de 2 ans, qui, elle, est basée à Montréal. Donc, on accompagne nos clients dans leur transformation digitale et on leur propose du conseil sur tout ce qui est stratégie, data principalement, et des services personnalisés sur tout l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée. Et on est également présent pour des formations qui sont certifiées Calliope. On a 5 offres principales qui sont packagées autour de vos technologies chez ActinVision. Donc la première offre, ça va être Data Engage sur tout ce qui est gouvernance et acculturation de la donnée. Ensuite, on va retrouver des offres pour la data platform, le data engineering et le data analytics, donc avec l'architecture de la donnée et tout ce qui va être ingénierie et visualisation par la suite. Et on a également une offre, donc Data Academy de formation, que ce soit sur vos outils ou sur de nouvelles technologies que vous souhaiteriez aborder. Donc je vais laisser Gaël commencer à présenter le sujet du webinaire. Yes, merci Benoît. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'intégration des fabriques data agents avec Microsoft Foundry. Les data agents, donc côté fabrique, c'est une fonctionnalité qui est assez récente et qui va vous permettre de créer vos propres systèmes conversationnels à partir de vos données et à l'aide de l'IA générative. Donc sur une interface qui va être low code et qui est très simple à prendre en main. Et derrière, on va venir utiliser Microsoft Foundry pour étendre les capacités des agents. Donc avant de rentrer dans la technique, je pense que c'est bien de parcourir les opportunités que nous offre l'IA. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est plus vraiment une technologie un peu futuriste qui est réservée aux grandes entreprises de la tech, mais elle devient accessible à toutes les organisations. Donc concrètement, qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre entreprise? Déjà de l'efficacité opérationnelle, puisqu'ici, il s'agit de réduire le coût et le temps qu'on va consacrer à certaines tâches répétitives grâce à l'automatisation. Donc l'IA, elle peut prendre en charge une grande partie de ce travail et derrière libérer du temps à vos collaborateurs pour des missions à plus forte valeur ajoutée. On va aussi avoir une meilleure exploitation des données, puisqu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles collectent énormément de données, mais ne les exploitent pas pleinement. Donc l'IA, elle peut analyser de gros volumes de données, soit pour faire ressortir des tendances, pour détecter des anomalies, ou alors identifier des signaux faibles qui peuvent échapper à l'analyse humaine. Et donc c'est particulièrement utile pour la prise de décision stratégique. On va pouvoir aussi créer de nouveaux services et produits, puisque l'IA elle peut vous permettre de développer des offres qui soit auraient été impossibles ou alors très coûteuses à mettre en place sans cette technologie. Donc, par exemple, ça peut être des assistants virtuels personnalisés, des services de recommandation, des outils prédictifs. Et enfin, dans un marché assez concurrentiel, l'IA elle peut vous permettre d'aller plus vite que vos concurrents en répondant mieux aux besoins de vos clients ou alors en captant de nouvelles niches de marché. Donc les entreprises qui vont adopter l'IA aujourd'hui prennent une vraie longueur d'avance stratégique par rapport à leurs concurrents. Une petite précision, il y aura évidemment une démonstration de ce qu'on va vous présenter à la suite de cette partie théorique. Exactement. Alors Microsoft a structuré son offre IA autour de 3 piliers qui sont en fait complémentaires. On va avoir d'abord Microsoft Fabric. Donc Microsoft Fabric, c'est une data platform qui est unifiée
et qui va vous permettre de stocker, de préparer et d'analyser toutes les données qui pourront derrière être utilisées par vos solutions d'intelligence artificielle. On va aussi avoir Microsoft Foundry. Donc Microsoft Foundry, c'est un ensemble d'outils et de services pour concevoir, tester et déployer vos applications et agents IA à grande échelle. Et enfin, on a Copilot, donc qui est un peu la couche utilisateur finale. Donc c'est une suite d'assistants intégrés dans vos outils du quotidien. Donc par exemple Teams, Power BI, Excel, voilà, on a un peu du Copilot un peu partout. Et Copilot va venir exploiter les données de Fabric et les modèles de Foundry pour vous aider dans vos tâches. Donc c'est tout un écosystème qui est assez cohérent et qui est surtout protégé par des outils Microsoft comme Microsoft Defender, Microsoft Intune, Microsoft Entra ID ou encore Microsoft Sentinel. Donc maintenant qu'on a posé les bases de l'IA et de l'écosystème Microsoft, on va pouvoir passer au cœur de la présentation qui concerne les agents IA. Le point important ici, c'est de se dire qu'un agent IA, ce n'est pas un simple chatbot. Donc c'est une confusion qui peut être assez fréquente, mais pour le coup, il y a une vraie différence entre les deux. Puisqu'un chatbot traditionnel, lui, va répondre à des questions qui sont préprogrammées selon des scripts fixes, alors qu'un agent IA, lui, c'est une entité logicielle qui va observer un contexte. Donc un contexte, ça peut être vos données, vos outils, votre environnement métier. Il va raisonner en fonction d'objectifs que vous avez définis. Il va exécuter des actions de manière autonome, mais toujours sous un contrôle humain. Donc concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? On va discerner 3 types d'agents. Il y a l'agent de base, on va dire, qui est l'agent conversationnel, qui va récupérer de l'info et la restituer. Donc, par exemple, ça peut être un agent RH où les salariés vont pouvoir poser des questions sur leur congé, sur leur mutuelle, et l'agent va aller chercher l'information dans plusieurs sources, par exemple votre intranet ou votre SIRH, pour pouvoir donner une réponse complète et contextualisée. On va aussi avoir des agents qui effectuent des tâches. Donc, on peut imaginer un agent support client qui va comprendre la demande d'un client, qui va créer automatiquement un ticket avec toutes les informations nécessaires, qui va le catégoriser correctement et derrière notifier la bonne équipe. Et au-dessus, on va avoir des agents beaucoup plus autonomes et des agents qui parlent entre eux. Donc, par exemple, un agent opérationnel qui va surveiller tous vos indicateurs métiers en continu. Il va pouvoir détecter un problème ou une anomalie. Il va parler avec d'autres agents et derrière, il va pouvoir proposer plusieurs actions correctives et appliquer bien sûr celles que vous validez. Donc, dans la première partie de la démo qu'on va faire en live, ça va consister à créer un Fabric Data Agent. Alors, un Fabric Data Agent, c'est un type d'agent qui est bien spécifique, qui va vous permettre de créer vos propres systèmes de questions-réponses conversationnelles à partir de vos données. Donc, l'objectif, il est simple, ça va être de permettre à vos équipes métiers de poser des questions en langage naturel sur les données qui sont stockées dans Fabric, sans avoir besoin d'expertise technique, donc dans un environnement qui est complètement no-code. Concrètement, comment ça fonctionne? La première étape, ça va être que l'agent comprend la question qui est posée en langage naturel et surtout, il tient compte des droits et des permissions de l'utilisateur. Donc, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas accès à certaines données sensibles, l'agent ne les utilisera pas. Donc, cette partie sur la sécurité, on va y revenir un petit peu après parce que c'est très important. La deuxième étape, c'est que l'agent va identifier automatiquement les bonnes sources de données dans votre environnement Fabric. Donc là, ce qui est supporté pour l'instant, parce que c'est une fonctionnalité qui est en pré-version, ça va être les lakehouse, les bases de données KQL pour tout ce qui est données en temps réel, les warehouse ou alors directement vos modèles sémantiques Power BI. Donc il va générer et exécuter la requête appropriée, soit en SQL, soit en KQL, soit en DAX, selon le contexte et la source qu'il va requêter. Et la dernière étape, c'est qu'il va retourner bien sûr une réponse qui est lisible et compréhensible, et l'utilisateur, il n'a pas besoin de voir ou comprendre le code qu'il y a derrière. Donc finalement, côté développeur, vous allez configurer votre data agent en définissant le contexte, les sources de données autorisées, les instructions. Et côté utilisateur, vous allez pouvoir interagir avec cet agent depuis plusieurs interfaces, donc directement dans Copilot, dans Power BI, dans Teams, via Copilot Studio, ou même en l'intégrant dans des applications complètement custom via Microsoft Foundry.
Et justement, en parlant de Microsoft Foundry, je vais donner la parole à Benoît pour nous présenter la solution. Merci Gaël. Du coup, pour Microsoft Foundry, on va voir un petit peu de théorie sur les services qui sont présents et comment est-ce qu'on s'en sert. Et lors de la démo, je vous présenterai un peu plus l'interface et quelles sont les différentes possibilités. Le premier point à savoir sur Microsoft Foundry, c'est que c'est une plateforme qui est unifiée et qui est utilisée pour concevoir, tester, déployer, mais également superviser les applications et les agents que vous allez implémenter au sein de votre SI. On va avoir un petit schéma. Donc, à gauche, ça va être pour tout ce qui est partie conception pour ces agents et les applications. Donc, premièrement, le premier point, c'est qu'on peut tout concevoir en version low-code, par exemple pour les métiers, pour que ce soit plus simple, avec Copilot Studio. On peut également créer des agents ou des applications avec Visual Studio Code et GitHub pour les développeurs. Donc, ça va leur permettre de créer, de versionner, de tester, mais également de faire du CI/CD sur leurs agents et leurs applications. Et on peut également utiliser le SDK Foundry pour intégrer ces agents et ces modèles dans des applications qui sont déjà existantes. La couche centrale, donc qui va représenter au final le cœur de Microsoft Foundry. Qu'est-ce que nous apporte Foundry de plus que des simples modèles bruts qu'on peut utiliser? Donc, dans les Foundry modèles, c'est justement là où on va pouvoir utiliser et gérer les modèles qui soit existent, soit des modèles qu'on va créer maison. Donc, on va pouvoir importer des modèles OpenIA, par exemple, ou alors utiliser nos modèles qu'on a créés chez nous, dans notre entreprise, ou également des modèles tiers qui existent. Donc, on va gérer les déploiements, les versionning et également les quotas. Pour la partie Foundry agent de service, c'est le moteur où on va créer les agents IA qui vont être basés sur les modèles qu'on a préconçus avec l'étape précédente. On va leur donner des outils. Donc les outils, ça va être par exemple des connexions aux données. Donc ça peut être un outil peut être l'agent Fabric que Gaël aura créé. On va donner également des accès aux différentes API, au code si on en a besoin. Et on va aussi pouvoir orchestrer les actions de ces différents agents si on en a plusieurs. Il y a une partie évidemment AI avec tous les services Azure qui sont proposés, donc que ce soit Azure AI Search, Services, Machine Learning ou Content Safety. Ça va nous permettre d'indexer des documents, de faire de la recherche sémantique, etc. Tout ce qui est observabilité, pour les journaux, les traces, les métriques pour comprendre qu'est-ce que font les agents. On va aussi pouvoir détecter évidemment les erreurs, optimiser les prompts qu'on fournit à ces différents agents et surtout, pouvoir anticiper les coûts et les optimiser et les superviser également. Et pour gouverner tout ça, donc on a l'observabilité avec Foundry. Donc on va se baser sur la sécurité avec Defender, la gouvernance avec Purview, la gestion des accès avec Entra ID. Donc on reste en fait dans un cadre vraiment entreprise pour gérer les identités, les accès, la conformité à tout ce qui se trouve dans notre environnement Azure au final. Pour le déploiement des différents agents et des différentes applications, on va pouvoir le faire en serverless avec Kubernetes Service, Azure App Services et les containers app. Et pour l'endroit où ça tourne, soit on le fait tourner dans le cloud avec Azure, on peut le faire tourner en hybride avec Azure Arc, mais on peut aussi faire tourner tout ce qui est agent Foundry en local avec Foundry Local et Edge. Maintenant que Gaël nous a présenté les fabriques data agents, mais qu'on a aussi vu à quoi sert Foundry, au final, pourquoi est-ce qu'on combine les deux? À quoi ça nous sert d'avoir ces deux services différents? Et pourquoi ne pas utiliser que Fabric ou que Foundry? Le premier point, c'est principalement pour enrichir, nos analyses de données. Donc l'avantage d'utiliser Fabric et Foundry, c'est que dans Fabric, on peut ingérer les données tout simplement qu'on utilise au quotidien, les données qui sont importantes pour nous, sur lesquelles on va créer nos KPI et nos analyses. Et dans Foundry, on va pouvoir incorporer d'autres services, d'autres outils. On va pouvoir y mettre des agents Azure AI Search, par exemple, avec nos PDF, nos factures, nos comptes rendus de réunion, et on va pouvoir croiser ces deux données-là, donc les données de KPI et nos données en temps réel d'entreprise, de la réalité, au final, de ce qu'on fait au quotidien. Donc ça va être la partie ancrer l'IA sur les données non structurées, donc s'assurer que l'IA utilise les données les plus récentes avec ce qu'on va lui fournir comme document au quotidien. Un exemple, ça va être l'analyse des interactions clientes.
Donc, dans Fabric, on va pouvoir récupérer tout ce qui est interaction cliente qu'on utilise pour générer nos KPI pour les commerciaux, pour tout ce qui est marketing. Mais on va pouvoir aussi, avec Foundry, eh bien, ingérer des documents qu'on utilise nous au quotidien et faire en fait le croisement de ces données-là pour optimiser les décisions qu'on va prendre. Un dernier point surtout axé Foundry, c'est qu'en fait, avec les données qui sont présentes dans Fabric, on va pouvoir personnaliser les modèles de machine learning qu'on va créer dans Azure en utilisant les données de KPI qui sont intégrées dans Fabric. Un petit point sur tout ce qui est sécurité, puisque évidemment on parle de traiter des données, que ce soit nos données, les données de nos clients, des grosses volumétries de données. Il y a évidemment une partie sécurité qui a à ne pas négliger autant sur Fabric que sur Foundry. La gestion des identités, donc qui est le point d'accès au final des données, qui va avoir accès à ces données-là, initialement parlant, elle va se faire des deux côtés via le Microsoft Entra ID. Donc ça ne change pas, que ce soit sur le tenant Azure ou sur le tenant Fabric. Tout est géré par le Microsoft Entra ID. Pour l'accès aux sources de données dans Fabric, ça va être via les permissions Fabric classiques ou avec la sécurité ou plutôt avec la sécurité des datasets, donc tout ce qui va être RLS, OLS ou la sécurité supplémentaire appliquée au niveau des lakehouse ou des data warehouse par exemple. Pour Foundry, ça va être avec les airbags et les permissions des services Azure, donc comme tous les services qui sont présents dans l'environnement Azure. La gouvernance, au final, tout ce qui est service Microsoft, on peut faire de la gouvernance avec Microsoft Purview, à savoir que dans Fabric, Microsoft met de plus en plus l'accent sur des outils de gouvernance qui sont, on va dire, propres à Fabric. Donc, ils veulent tout centraliser dans Fabric, donc il y a de plus en plus d'outils pour faire de la gouvernance aussi spécifique dans Fabric. Pour protéger les données sensibles, dans Fabric, l'agent il va respecter automatiquement tout ce qui est permissions qui sont mises en place plutôt au niveau des services qui sont utilisés. Donc, que ce soit Lakehouse, Warehouse, Dataset, etc., ça va dépendre des permissions qui sont mises de base dans les outils, dans les items, pardon, dans Fabric. Pour Foundry, c'est la même chose, mais ça va être au niveau des documents ou des accès qui sont mis en place. L'agent va respecter ce qui est défini dans Foundry, mais on verra dans la démonstration qu'il est également possible de lui préciser davantage d'instructions lorsqu'il va venir se connecter aux données qu'on lui présente. Et au niveau du stockage, les données dans Fabric, elles sont stockées donc, dans OneLake avec du chiffrement par défaut dans Fabric. Et dans Foundry, les données elles sont sécurisées avec le chiffrement des services Azure proposés par Microsoft. Tout ça, c'est magnifique, mais évidemment, il y a des prérequis et une tarification spécifique pour ces différents services. Sur Fabric, la tarification au final, ça va être la même que pour les capacités, ça va être inclus plutôt dans les capacités Fabric, donc que ce soit à partir du F2, c'est à partir du F2, donc F2, F4, F8, n'importe. Vous allez pouvoir mettre en place vos Fabric Data Agents, peu importe la capacité, mais évidemment, les temps de performance, la performance plutôt, les temps de latence, etc., vont dépendre quand même en grande partie de la capacité que vous allez sélectionner. Vous pouvez également créer des Fabric Data Agents et les utiliser avec une Power BI Premium par capacité. Donc vous avez à droite le tableau récapitulatif des prix. Donc sachant que la réservation est toujours 40% moins chère que le pay-as-you-go sur les capacités dans Fabric. Il y a 3 prérequis à activer au niveau de l'administration d'un Fabric. Donc ça va être les paramètres de locataire de l'agent de données, le traitement intergéographique et le stockage multirégional. Au niveau de Foundry, au final, ça reste un service Azure plus ou moins classique. Donc, la plateforme de base, elle est gratuite. Vous pouvez créer un compte sur Azure pour pouvoir utiliser les services d'Azure. Par contre, la facturation, donc ça va être en fonction de l'usage des services Azure utilisés. Donc, c'est que du pay-as-you-go en fonction des différents services que vous allez implémenter et utiliser au quotidien. C'est la fin de la partie théorique. Donc, Gaël va commencer par vous présenter l'implémentation des Fabric Data Agents et un peu du scénario qu'on a mis en place pour cette démo. Yes, merci Benoît. Pour cette démo, on a fait des enregistrements vidéo tout simplement pour que ça soit un peu plus fluide. Au niveau des sources, on a utilisé des données relatives aux températures en France par département sous format CSV. Et on a un autre fichier CSV également qui est lui plus conséquent avec les données sur la consommation d'électricité, toujours en France, par région, sur un laps de temps à peu près de 2018 à 2025.
Alors, pour le déroulé de notre démo, donc on va d'abord voir comment créer un Fabric Data Agent sur la plateforme Fabric. Et dans un second temps, Benoît va nous montrer comment l'enrichir grâce à Microsoft Foundry, notamment en créant un agent web et un agent aussi qui va lire des données non structurées. Donc là, en l'occurrence, ça sera la facture d'électricité de Benoît. Et il nous montrera comment combiner tous ces agents ensemble pour pouvoir poser des questions sur l'ensemble de ces sources. Donc, pour notre Fabric Data Agent, on a créé un lakehouse avec les données sur la consommation d'électricité, donc à l'aide de différents notebooks. Et on a également créé un data warehouse sur les données de température cette fois-ci, avec un modèle sémantique qui en découle. Donc, on est dans un webinar où on parle IA Microsoft, donc ça nous semblait quand même important d'aborder rapidement les AI functions dans Fabric. Donc en gros, ce sont des fonctions qui vont vous permettre de transformer ou d'enrichir vos données présentes dans Fabric. Par exemple, faire de l'analyse de sentiments, faire des résumés de texte, de la traduction, de la correction d'orthographe. Donc ici, dans notre démo, on a créé un notebook où on va appeler ces différentes fonctions. Donc il y a quelques configurations à faire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notamment des dépendances à installer et certaines fonctionnalités à activer côté portail d'administration. Donc ici, on s'est connecté à notre lakehouse qui contient des données de consommation d'électricité par région. Et on a utilisé une première fonction qui s'appelle AI Generate Response, et en fait qui permet de générer des réponses en fonction de vos propres instructions, donc en fonction de votre prompt. Ici, notre prompt, c'est d'expliquer, on lui demande d'expliquer en une phrase concise la consommation d'électricité pour la région et la date en question. Et donc, une fois qu'on a fait tourner la cellule, une colonne va être rajoutée à notre table du lakehouse et va contenir la réponse à notre prompt. On a également testé la fonction qui est iClassify, qui, elle, nous permet de catégoriser nos données par rapport à un texte d'entrée. Et en résultat, on va également avoir une colonne supplémentaire qui va catégoriser la consommation d'électricité. Et donc, on va savoir si par rapport à la moyenne, on va avoir une consommation qui est plutôt basse, qui est plutôt normale ou qui est haute. Et donc, bien sûr, ces données qu'on utilise dans le notebook, on va pouvoir les sauvegarder et les mettre dans notre lakehouse sur une nouvelle table. Donc, maintenant qu'on a toutes nos données, l'idée, ça va être de créer notre data agent. Donc, pour ça, on peut rajouter un nouvel item, chercher l'assistant de données. Donc, attention, comme je vous ai déjà dit, c'est une fonctionnalité qui est toujours en pré-version. On va pouvoir lui donner un nom et on va se retrouver dans l'interface de notre data agent. Donc, une fois qu'on est sur l'environnement, on va pouvoir ajouter nos données. Donc, ici, on rajoute dans un premier temps notre lakehouse avec les données sur la consommation d'électricité. Et on va également ajouter notre modèle sémantique, donc qui lui contient les données de température, donc on peut le chercher. On retrouve notre modèle sémantique température, on peut l'ajouter. Une fois qu'on a fait ça, l'idée, ça va être de sélectionner les tables sur lesquelles l'agent va se baser pour répondre. Donc on n'est pas obligé de sélectionner toutes les tables, mais seulement celles qui nous intéressent. Donc là, en l'occurrence, les tables calendrier, les tables de faits, tout ce qui nous a permis de faire des transformations de data, on ne les utilise pas. Et une fois qu'on a sélectionné les données de notre scope d'analyse, il va falloir donner des instructions à l'agent pour lui apporter du contexte métier. Donc ici, j'ai copié-collé des instructions. On va lui dire que c'est un assistant data. Il doit répondre à des questions qui concernent la consommation d'électricité et les températures. Il faut qu'il réponde en anglais, donc c'est ce qui est préconisé pour l'instant par Microsoft. Il faut qu'il soit concis, qu'il utilise un langage simple, qui peut être compris par des personnes qui ne sont pas techniques. Et on va aussi lui dire quelle source utiliser et dans quel contexte. Donc on va pouvoir tester l'agent avec une première question. On va lui demander quel département a connu les plus hautes températures en moyenne. On le laisse réfléchir un petit peu. Et l'agent me répond que c'était en Haute-Corse en 2022. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir la possibilité de voir la requête qui est effectuée par l'agent. Donc on clique sur l'étape qui a été effectuée, il a effectué une étape. La requête, elle est en DAX, parce qu'on va interroger notre modèle sémantique. Et donc, le fait de pouvoir voir la requête derrière, ça nous permet de monitorer ce qui est fait par l'agent et de voir si c'est effectivement la requête qu'on attend.
Pour ma part ici, je trouve que la réponse de l'agent, elle n'est pas assez précise, parce que j'aurais aimé avoir le chiffre exact de température. On le retrouve dans la sortie de la requête, mais on ne l'a pas dans la réponse directement. Donc, ce qu'on peut faire, ça va être adapter les instructions. Et donc, dans mes instructions, je vais lui demander de toujours nous fournir des informations chiffrées, si la question s'y prête, bien sûr. Et je lui mentionne dans mon instruction, en lui donnant même un exemple pour que ça soit bien compréhensible. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui poser la même question. Donc, je vais venir copier-coller ma première question. Je vais lui reposer. Et normalement, ici, il devrait me donner le chiffre correspondant. On le laisse réfléchir. Et donc, il précise bien que la température moyenne était de 18 degrés en Haute-Corse en 2022. Donc, le but, ça va être de trouver la meilleure instruction possible. Ça peut être très détaillé pour que les réponses soient les plus pertinentes et les plus complètes possibles. En plus de donner des instructions assez générales à notre agent, on va aussi pouvoir en donner au niveau de notre source de données. Donc la première étape, ça va être de décrire notre source, donc ici notre lakehouse. Ça peut être les tables, les données qu'on trouve à l'intérieur. On va aussi lui dire dans quel contexte l'utiliser, donc en l'occurrence dès qu'on parle de consommation d'électricité. Et la seconde étape, c'est de donner les instructions. Donc on peut lui donner des conditions. Par exemple, si aucune période de données n'est spécifiée dans la question, on va prendre l'ensemble du périmètre en le mentionnant bien dans la réponse. On lui reprécise ici qu'on attend aussi des valeurs numériques pour préciser la réponse. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut également lui donner des exemples de requêtes. Donc si on sait qu'une question va être beaucoup posée à l'agent, on va pouvoir lui fournir la requête SQL pour lui permettre de mieux le guider dans sa réponse. Donc il ne va pas reproduire exactement la même requête, mais il va fortement s'en inspirer pour donner la réponse la plus pertinente possible. Donc on a posé une question à partir de notre modèle sémantique, donc maintenant on va pouvoir le tester avec le lakehouse. Donc on va lui demander quelle région a consommé le plus d'électricité l'année dernière. Et il nous répond que c'est l'Île-de-France en 2025 et on a bien le chiffre associé. On va également, encore une fois, retrouver la requête qu'il a faite pour parvenir à ce résultat. Ici, ça va être du SQL, puisqu'on vient interroger le lakehouse. Il va aussi nous mentionner qu'il s'est aidé de notre exemple de requête pour pouvoir améliorer la qualité de la réponse. Donc maintenant, on va pouvoir tester une question un peu plus complexe, où l'agent va devoir interroger deux sources de données, donc à la fois notre modèle sémantique et à la fois notre lakehouse. On va lui demander, sur le jour le plus froid l'année dernière, quelle était la température minimum dans chaque région et quelle était la consommation d'électricité. On le laisse réfléchir un petit peu. Et il nous répond que le jour le plus froid était le 14 janvier 2025. Il va bien nous lister les régions avec les températures minimum et la consommation d'électricité. Et il nous précise aussi qu'il n'a pas trouvé de données sur l'électricité en Corse, ce qui est normal puisqu'on ne l'a tout simplement pas récupéré dans nos données. Et on a un système de like ou de dislike pour pouvoir améliorer notre modèle derrière. Donc, on a pu réaliser nos différents tests avec notre agent. Donc, l'idée maintenant, c'est de le publier pour que les collaborateurs puissent s'en servir dans d'autres outils. C'est ça l'intérêt final. Donc, pour ça, on a notre bouton publier et on va par exemple pouvoir l'interroger dans Copilot. Donc, on va appeler notre data agent. À savoir qu'on peut utiliser bien sûr plusieurs data agents pour plusieurs sujets différents. C'est d'ailleurs ce qui est préconisé. Donc, on peut imaginer un data agent RH, un data agent comptabilité. Et donc, je l'ai testé en reposant. Donc, c'est la première question qu'on lui avait posée. Sa réponse lui va. Donc, c'est bien les températures les plus hautes étaient en Haute-Corse en 2022, avec une température moyenne de 18 degrés. Donc, maintenant qu'on a créé notre data agent, eh ben, on va voir comment on peut le combiner à Microsoft Foundry pour le rendre encore plus puissant. Et pour ça, je laisse Benoît nous en parler. Yes, merci Gaël. Alors, à la différence de Gaël, je ne vais pas le faire en vidéo, je vais le faire directement en live, ce sera plus parlant. Alors, donc déjà, bienvenue sur l'interface Microsoft Foundry. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'orchestrateur, donc le workflow final d'utilisation de nos différents agents. Donc le premier point, ça va être de comment est-ce qu'on construit
des agents. Donc la première chose pour construire des agents dans Microsoft Foundry, ça va être de construire un modèle. Donc le modèle, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la configuration et le déploiement d'un modèle, ça va être le moteur de l'IA. Donc c'est lui qui va porter tout ce qui est capacité de compréhension du langage, le raisonnement, et ensuite les agents vont venir l'exploiter. Donc sans modèle qui est bien choisi et bien paramétré, au final, un agent, ça va juste être une coquille vide qui ne va pas forcément comprendre ce qu'on lui demande. Donc on a créé un agent pour ce webinaire, on a créé un agent classique qui est basé sur GPT 4.1. On n'a pas forcément paramétré grand-chose. L'idée, c'était tout simplement de voir comment est-ce qu'on allait l'utiliser. Mais au final, ça se comporte comme ce que Gaël a paramétré dans Fabric. Vous pouvez lui donner des instructions pour qu'il soit de plus en plus précis avec les données que vous allez lui donner. Ensuite, une fois qu'on a créé notre modèle, on va pouvoir créer nos différents agents. Donc, les différents agents que j'ai créés qu'on a créés pour ce webinaire, c'est un agent Fabric donc, qui va se connecter aux données qui sont données tout simplement et récupérées par Gaël dans Microsoft Fabric. Un agent qui va venir sur le web pour récupérer les données d'électricité en cours, donc pour l'année 2026, qui est une année qui n'est pas intégrée dans Fabric, et un agent AI Search qui, lui, va venir se baser sur la facture d'électricité de Benoît sur l'année dernière. Donc, à quoi ça ressemble la facture d'électricité de Benoît? Ça ressemble à ça. Donc, on a masqué tout ce qui est champ privé, champ donc avec le numéro de contrat, la référence et l'adresse. Mais par contre, on a bien le reste. Donc, tout ce qui est consommé et facturé en 2025. Donc, 7560 kWh en 2025 et 1924 euros d'électricité. Benoît est un grand consommateur d'électricité. Donc, bien qu'on l'ait masqué, on va voir qu'on a quand même précisé dans l'agent, si jamais il arrive à les lire sur le PDF, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des masques qui sont présents sur les PDF, les agents vont quand même des fois réussir à passer à travers les masques quand c'est fait avec des sites qui ne sont pas forcément super optis sur la transformation des fichiers. Ils vont quand même pouvoir réussir à lire ces références. Donc, on va voir comment est-ce qu'on a ajouté la sécurité et l'instruction supplémentaire sur l'agent qui est censé lire ces informations pour dire de ne pas les sortir si jamais il arrive à les lire. Benoît, on a juste une petite remarque. Est-ce que tu peux augmenter Ouais. la taille, enfin zoomer un petit peu pour Sur qu'on quelle voit partie? mieux sur la plateforme Foundry? Ça apparaît un peu en petit. Ouais, parfait. Ok, on va essayer de zoomer un petit peu. Très bien. Le premier agent sur lequel on va se pencher, c'est du coup l'agent AI Search. Donc, lorsqu'on l'a créé, on s'est basé sur le modèle de l'agent, donc sur le modèle qu'on a créé précédemment, donc le GPT 4.1. On lui a mis quelques instructions. Donc, les instructions, ça va être d'extraire les données qui sont liées aux différents PDF, de prendre en compte tout ce qui est période de paiement, la consommation et au final le total qu'il a payé sur la période. On lui dit de ne pas inventer de nombres approximatifs puisque la facture, elle est un petit peu... Enfin, il y a beaucoup de chiffres sur la facture mais qui peuvent pas forcément nous intéresser. Et surtout, quand on lui pose des questions sur la personne, ça doit venir que des documents. Il ne doit pas inventer de potentielles autres réponses. Comment est-ce qu'on a intégré ces fichiers? La première chose, en fait, c'est qu'on les a mis dans un storage account, dans un blob, tout simplement. On a créé le service AI Search, on a créé l'index et l'indexeur. On voit bien qu'il y a deux documents, la facture de l'année dernière et l'échéancier de mensualisation. Pardon. Donc ces deux documents sont présents ici. Et comment est-ce qu'ils sont représentés physiquement? Au final, comment est-ce qu'il y a une traduction entre le fichier PDF et le texte? C'est stocké comme ceci au final dans le service AI Search. On va avoir les deux principaux qui sont le content et le title. Donc dans le content ici, il va venir récupérer tout le texte qu'il arrive à lire du fichier et le transcrire. Donc tout ce que vous voyez en XX, c'est moi qui les ai mis à la main pour, euh, pour masquer mes informations sensibles. Donc ce qui nous montre bien qu'il a réussi à passer malgré le calque que je lui ai mis avec un outil. Si on lance une... oh non. Hop. N'oublie pas de zoomer un peu, Benoît, parce que ça apparaît vraiment tout petit. Si on zoome, si on continue, je vais essayer de zoomer un maximum plus que j'y pense. Si on a créé l'agent, si on le teste avec une question simple, quelle est la consommation de Benoît sur l'année 2025?
il va nous dire, en 2025, Benoît a bien consommé 7560 kWh pour une somme totale de 1 924 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre. On peut aussi remarquer qu'il ne nous a pas parlé des informations sensibles de Benoît, même si on ne lui a pas spécifié. Il respecte les instructions qui lui sont mises. Ok, donc on arrive à lire les données du PDF avec l'agent IA. Maintenant, on va tester l'agent fabrique. Donc, pour l'agent fabrique, qu'est-ce qu'on a fait? La même chose que pour l'agent IA, on s'est connecté au modèle 4.0, 4.1 plutôt, de Gemini, de chat, pardon, d'OpenIA. Dans les outils, cette fois, on a fait ajouter un nouvel outil. Alors, par contre, avec le zoom, je ne sais pas trop ce que ça va donner. On a fait ajouter un nouvel outil et vous voyez qu'ici, on peut enrichir l'agent avec différentes sources. Donc ça, c'est des outils qui sont déjà configurés. Précédemment, on a utilisé Azure AI Search dans l'agent précédent. Dans cet agent-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'assistante de données Fabric et on a lié l'assistante de données avec le lien du lakehouse ou du modèle sémantique qui sont utilisés par Gaël. On n'a pas mis d'instructions particulières parce qu'ils ont déjà été spécifiés dans ce que Gaël a créé précédemment. Et cette fois, on va lui dire quelle est plutôt la consommation totale pour le Grand Est en 2025. Pourquoi est-ce qu'on se base sur le Grand Est? Tout simplement parce que Benoît, il habite dans le Grand Est. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir, à la fin, comparer les données de consommation de Benoît avec les données du Grand Est pour l'année dernière. On voit que pour le Grand Est en 2025, il y a une consommation totale de 74 millions de watts on a pris un chiffre de 2 millions de personnes sur la région, donc ce qui nous fait à peu près une consommation de 37 000 kW par habitation pour le Grand Est l'année dernière. Le dernier agent, ça va être l'agent web. Ce qu'on veut avec l'agent web, c'est pouvoir récupérer des données de 2026. Parce que ce qui serait bien, c'est on a la tendance de Benoît sur 2025 par rapport à la région, mais ça pourrait être sympa de du coup faire une prévision sur 2026 en se disant ok, Benoît il a consommé tant et tant l'année dernière, il était à ce pourcentage-là par rapport à sa région, qu'est-ce que ça peut donner en 2026? On l'a branché sur le même modèle que les agents précédents. En instruction, cette fois, on lui a dit que c'était un rechercheur du web, un spécialiste du rechercheur du web. Ce qu'on lui demande, c'est de retrouver le prix actuel du kilowattheure en France et potentiellement de nous donner du contexte si on lui en demande. On lui précise également de ne pas récupérer de données ou de ne pas utiliser les données de Benoît pour région. Cette partie-là, elle est plus pour la partie orchestration, puisque dans l'exemple ici, on ne va pas du tout lui parler de Benoît, quoi que ce soit, il n'aura même pas connaissance de Benoît. Point supplémentaire, lorsque vous faites une recherche web, donc qui est un outil qui s'ajoute comme pour l'assistant Fabric ou l'assistant AI Search, les recherches elles vont être faites avec Bing. Voilà, donc il vous le met ici par défaut. L'utilisation de ancrage se fait avec Bing. Donc qu'est-ce qu'on apprend sur 2026 pour la consommation électrique? Donc actuellement en France, en 2026, le prix du kilowattheure est à peu près à 0,2 en heure creuse et à 0, en heure pleine pardon, et à 0,16 en heure creuse. Ok, maintenant on a nos trois agents. On récupère et les données de Fabric pour les données de 2025, les données de Benoît avec son PDF pour 2025 également, et on peut avoir les données de 2026 pour créer une tendance. Donc comment est-ce qu'on va orchestrer tout ça? On va dans Workflow ici, donc ça va être pour créer au final des orchestrateurs. Et on va venir créer différentes briques. Ça s'apparente un petit peu à Power Automate, en fait, pour une liste. On va lui faire une liste de tâches au final. On va commencer à définir des variables. Les variables elles vont servir à quoi? En fait, ça va être pour donner un peu plus de contexte, mais par rapport à ce workflow. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fonction de chaque workflow, vous pouvez affiner la précision pour vos agents sans avoir à le créer directement dans l'agent, puisque l'agent il peut servir à se connecter à des données, mais vous voulez qu'il soit plutôt global. Pour certains workflows, ce que vous allez vouloir avoir, c'est des précisions supplémentaires sur un workflow précis. Donc, on définit des nouvelles variables. Donc, prompt web, ça va être pour un contexte un peu plus supplémentaire sur tout ce qui est web. Prompt AI search pour
la partie iSearch et le prompt Fabric pour donner un peu plus d'informations sur Fabric. On a une connexion du coup au webinar agent et iSearch. Donc on va venir se connecter à l'agent pour le IA qu'on a créé précédemment. Pareil pour Fabric, pour le web, et ensuite on finit. On va en préversion poser la grande question qui est, au final, ce qu'on veut, c'est qu'il récupère les données des trois agents pour en faire une synthèse. Donc là, ce qu'on lui dit, c'est base-toi sur les données de Benoît pour 2025, compare avec sa région pour la même période, et qu'est-ce que ça représenterait avec la tendance actuelle. Donc au niveau du flow, comment ça fonctionne? Il va tout simplement effectuer les étapes une par une. Le premier agent qu'on lui a mis, c'est IA Search pour simplement qu'il se base sur Benoît, parce que ce qu'on veut, c'est se baser sur la facture de Benoît. Benoît, il se pose la question de quelle va être sa tendance pour 2026. Donc il faut d'abord récupérer ces infos-là. Une fois qu'on a récupéré les informations de Benoît, on récupère les informations dans Fabric en 2025. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2025 pour le grand test, pour qu'on puisse comparer. Et ensuite, on va venir récupérer pour 2026. Donc là, ce qu'il nous fait, c'est qu'on récupère les informations de chaque agent séparé. Et ensuite, on pourrait faire un agent supplémentaire pour faire un résumé, chose que je n'ai pas faite pour le binaire, mais on pourrait créer un agent supplémentaire qui va nous créer au final un résumé global des trois agents et des informations qui ont été récupérées. Gaël, est-ce que je peux te laisser repartager? Donc, ce qu'on a pu voir au travers de ce webinaire et au final les deux outils qui ont été utilisés, donc que ce soit les Fabric Data Agent ou Microsoft Foundry, c'est que actuellement, on a tous les moyens possibles pour utiliser et les données que l'on utilise comme KPI, donc celles qui nous permettent de visualiser, d'enrichir, de prendre des décisions, mais beaucoup plus côté, on va dire, BI pur. Et également, on peut également utiliser tout ce qui est documents qu'on utilise au quotidien, donc que ce soit des documents potentiellement RH, sales ou n'importe, pour enrichir les données qu'on a et faire une combinaison des deux pour utiliser ces outils-là et l'intégrer à notre environnement global d'entreprise, donc que ce soit Teams, Outlook, Fabric. En fait, on va pouvoir publier ces différents agents pour les utiliser et utiliser vraiment toutes les données qu'on a à notre disposition d'un coup et tout simplement des meilleures décisions sur tout ça. Merci Benoît. Alors, on n'a pas eu de questions dans le chat. N'hésitez pas si vous en avez. Ou alors, on a été très clair, c'est possible, C'est probable. c'est probable. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé pour déployer alors soit un projet IA dans votre entreprise ou un autre projet data, n'hésitez pas à nous contacter, parce qu'on se fera un plaisir de vous présenter nos offres. Et j'ai l'impression qu'on ne va pas avoir de questions, donc on va pouvoir s'arrêter là. Est-ce que l'enregistrement sera disponible? Oui, on va avoir un replay du webinaire qu'on mettra sur LinkedIn et on va essayer aussi de faire un article sur le sujet. Pour l'utilisation des agents, est-ce qu'il faut la version payante de Copilot? Pas Copilot Chat 365. Dans Fabric, on n'a pas besoin de la licence, enfin, une licence Fabric, une capacité Fabric suffit pour créer des agents dans Fabric. Et pour Foundry, au final, l'utilisation et la création d'agents, vous pouvez utiliser Foundry de base. Il y a certains modèles, donc la plupart des modèles sont disponibles dans Foundry pour créer vos agents. Donc vous n'avez pas besoin non plus de licence particulière. Il n'y a pas besoin de version particulière de quelque chose. Pour utiliser ensuite, l'utilisateur doit avoir un compte. Alors, l'utilisateur, à partir du moment où il doit être présent
il doit être présent. Est-ce qu'il faut une licence Copilot Chat ou Copilot 365? Ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. On pourra se renseigner et revenir vers vous après avec toutes ces réponses. C'est toujours compliqué les licences Microsoft. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on peut s'arrêter là. Si jamais il y a des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet. Merci à tous pour votre écoute, en tout cas. J'espère que tout Merci. était très clair et on vous souhaite une très bonne journée. Merci Gaël. Bonne Au journée tout le revoir. monde.